Je vais commencer par une question extrêmement générale. Comment marche le sommeil ? C'est une vaste question, effectivement. Vous savez qu'on est resté longtemps sans savoir à quoi ça servait exactement et comment ça marchait. Et en fait, grâce à une technique comme l'électroencéphalographie, donc c'est ces petites électrodes qu'on met sur le crâne et qui amplifie le signal de l'activité électrique, on a pu se rendre compte en fait que quand on dormait, c'était pas juste on-off, c'est-à-dire on ferme les yeux, il y a du sommeil, et on ouvre les yeux, on est réveillé. En fait, pendant le sommeil, il se passe pas mal de choses, et notamment, on va passer par différents stades de sommeil, du sommeil léger, du sommeil profond, du sommeil paradoxal, qui était un petit peu entre léger et profond. Et du coup, ces différents stades de sommeil nous permettent de conclure à toute cette efficacité du sommeil qui est en une fonction à part entière de l'organisme, comme le cœur, les poumons, les reins. Le sommeil, c'est une fonction à part entière. On ne peut pas s'en passer. Vous savez qu'on vit super grâce à trois choses, l'oxygène qu'on respire, la nourriture et l'eau qu'on ingère, et puis le sommeil. Si on prive un animal de sommeil, cet animal va mourir dans les 15 jours. Oui, on rappelle que c'est carrément, docteur, un enjeu de santé car ça augmente énormément les risques cardiovasculaires si on dort peu au final et pareil pour les AVC. Voilà, il y a des risques, notamment d'hypertension artérielle, parce que le sommeil a une fonction de régulation de la tension artérielle. Et donc, si on manque de sommeil, on peut avoir de l'hypertension qui se déclare au bout de quelques années. Bien dormir, ça aide aussi donc à être en bonne santé. Et pourtant, il y a une statistique quand même assez bluffante, docteur. 30% des gens en France, donc 30% des Français, pensent que le sommeil ne sert strictement à rien. Est-ce qu'on peut leur donner tort à ces gens-là ? Alors, on peut tout à fait leur donner tort. Ce que je vous disais en introduction, effectivement, que le sommeil est une fonction à part entière, une fonction de régénération physique, qui sert aux multiplications cellulaires dont on a besoin pour se régénérer. Donc, on se reconstitue physiquement grâce au sommeil lent profond, qui est un sommeil réparateur. Et puis, on se reconstitue uniquement grâce au sommeil paradoxal. Et il y a une espèce de nettoyage du liquide qui entoure le cerveau et qui va se purifier, en fait, qui va éliminer toutes les toxines et nous permettre d'avoir une santé mentale, en tout cas une fraîcheur mentale adéquate pour la journée. J'ai une question qui est relativement simple, docteur, même si nous sommes normalement les animaux les plus avancés de la planète Terre, nous restons des animaux et donc on avait coutume autrefois, ou on avait pour rythme, étant donné qu'on était avant l'ère industrielle et donc il n'y avait pas d'électricité, de vivre par rapport à la lumière du jour. Est-ce que c'est le bon rythme à avoir de vivre par rapport à la course du soleil ? Alors on est toujours effectivement soumis, habitant sur Terre, à cette alternance jour-nuit. C'est ça qui nous imprime notre rythme de 24 heures, pendant lesquelles on va dormir 7-8 heures, et puis on va vivre le reste du temps. Et on est vraiment, c'est la lumière qui nous réveille, et en gros c'est la nuit, l'obscurité qui nous endort. Grâce à cette mélatonine qui est sécrétée lorsque on est dans l'obscurité. Je comprends bien. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'électricité et alors de surcroît même aujourd'hui les smartphones, les tablettes, les télés, les ordinateurs que l'on a maintenant dans nos chambres a dû complètement bouleverser au final notre rythme de sommeil et voire même il y a des statistiques qui prouvent que l'on dort moins aujourd'hui en 2023 que même en 2010 qu'en 1990 et qu'on est même passé sous la barre des 7 heures en moyenne par nuit par humain. Alors, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a remarqué quand même que depuis le 19e siècle, on a perdu à peu près 1 heure de sommeil. 1 heure de sommeil en moins. Alors, c'est à cause de cet avènement du siècle de la lumière, qui était le 20e siècle. Et ensuite, avec effectivement l'avènement de tout l'électronique, Internet, réseaux sociaux, où finalement on peut être simulé 24 heures sur 24. Et effectivement, ça a contribué certainement à une nouvelle baisse
du temps de sommeil imparti du fait d'une stimulation importante qu'on a par la lumière et par l'électronique. Et du coup, effectivement, alors est-ce qu'on est descendu à 7 heures en moyenne je dirais qu'on se situe entre 7 et 8 heures, mais au Moyen-Âge, on dormait plus, par exemple, puisque eh bien, on avait l'obscurité, notamment l'hiver. L'obscurité dure assez longtemps la nuit, et donc on dormait plus au Moyen Âge que maintenant. Donc, docteur, même si on parlera justement un petit peu plus tard dans ce mag Radio Mont Blanc du sommeil en hiver, qui même aujourd'hui, à notre époque moderne, eh bien, est plus long en hiver qu'en été. Docteur, vous devez avoir nombre de patients qui viennent vous consulter et quand vous analysez un petit peu, voilà, leur rythme de coucher, etc., qui ont des problèmes justement face à ces écrans bleus, ces excitants que sont nos smartphones. On sait que énormément de monde consulte encore les réseaux sociaux déjà couchés dans leur lit sous la couette. Et ben voilà, en fait, pour tous ceux qui ont des problèmes pour s'endormir ou pour dormir, effectivement, les écrans, à tout prix au moment du coucher. Vous savez que pour s'endormir, effectivement, il faut baisser l'activité du cerveau. Et si en fait on continue à avoir des écrans contiennent des lumières bleues qui sont une luminosité en puissance qui va retarder la sécrétion de mélatonine. Et d'autre part, si on a une charge mentale importante parce qu'on va répondre à un tel qui a dit que, et moi ça me plaît pas, et tout ça, et du coup on a une charge mentale importante au moment du coucher, eh bien, effectivement, ça peut conduire à retarder l'endormissement, alors que si on a un cerveau qui est bien relaxé, et si on est un petit peu à l'abri de la lumière dans les instants qui précèdent le coucher, je dirais la demi-heure avant, eh bien, on prépare mieux son cerveau à un endormissement plus rapide pour aborder une nuit qui va être reconstitutive. Donc ça, c'est évidemment les conseils d'usage habituels. Ne pas regarder son portable dans l'heure avant le coucher, plutôt s'attacher à la lecture. Dans la demi-heure. Dans la demi-heure, carrément. Vous êtes plutôt dans la demi-heure, oui, parce que c'est pratiquement impossible aujourd'hui de ne pas regarder son portable. Mais dans la demi-heure ou dans le quart d'heure, en tout cas, il faut arrêter toute source lumineuse comme des écrans. Et il faut plutôt pour bien dormir, il faut faire ce qu'on appelle un petit rituel du coucher. C'est ce que je dis aux patients. C'est un conditionnement au sommeil. C'est-à-dire qu'on au dernier moment, là, le pyjama, c'est le partenaire de la nuit. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à lire en fait pendant 10 minutes à peu près, pour justement les détoxiques en lisant un livre qui nous emmène un peu dans une autre sphère. Alors effectivement, il faut éviter à ce moment-là le roman policier, parce qu'on emmène l'énigme du coup pendant notre sommeil, où il faut éviter d'avoir une littérature un peu trop intellectuelle, parce que justement on va repartir avec des idées, une charge mentale supplémentaire. Donc il faut un roman ou une biographie, et comme ça on est emmené dans un autre et on ressasse pas toutes les idées du jour. On comprend bien, et puis il y a beaucoup de monde effectivement qui pense à leurs problèmes, je sais pas moi, professionnels, de couple, qu'importe. C'est pour ça aussi que parfois ça peut très bien aussi être appuyé par la sophrologie, par des exercices par exemple de respiration qui peuvent aider à trouver le sommeil rapidement. On va continuer d'en parler avec docteur Delagiclay, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy-Argonay. Peut-être vous avez des questions, et j'en vois pas mal déjà arriver sur le WhatsApp Radio Mont Blanc. Par exemple, combien d'heures on a vraiment besoin? On se doute que le docteur Delagiclay a l'habitude de répondre à cette question. Combien d'heures avons-nous besoin en général pour être dans la norme et dormir bien? Eh bien, vous savez quoi, on marque une très courte pause et on retrouve notre cher docteur Delagiclay. On parle de votre sommeil, on parlera dans un second temps bien justement des problèmes peut-être que certains trouvent, les fameux troubles du sommeil. On en reparlera dans un second temps. Là, on continue évidemment de vous présenter justement ce qu'est le sommeil, car pour beaucoup, pour 30% des Français par exemple, le sommeil est complètement inutile. Il y a quelques instants, avec docteur Delagiclay, médecin du sommeil, nous vous parlions justement de la nécessité de calmer un petit peu votre esprit, voilà, de le reposer pour le préparer et avoir un bon rituel avant le coucher pour
avoir un sommeil le plus efficace. Docteur, il y a justement Mylène sur le WhatsApp Radio Mont Blanc qui nous demande à peu près combien de temps avons-nous besoin de sommeil et sommes-nous tous égaux face au sommeil? Alors, non, nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis du sommeil. Effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est de combien de sommeil a-t-on besoin pour être en forme? Mais en fait, la réponse est un petit peu normande parce que on a plusieurs catégories, hein. On a des petits dormeurs, des moyens dormeurs, des grands dormeurs. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis notre naissance, eh bien, on perd en besoin de sommeil. Chaque année pratiquement, en tout cas chaque décennie. Vous savez qu'un enfant un nourrisson a besoin entre 16 et 18 heures de sommeil par 24 heures. C'est pas du tout le cas ensuite quand on est petit enfant. Heureusement. À l'adolescence, on dort encore un peu moins. À 20 ans, on a besoin peut-être en moyenne, je dirais, de 8-9 heures de sommeil. Et puis après, à partir de 20 ans, on va perdre en besoin de sommeil pour beaucoup d'entre nous. Et on perd à peu près un quart d'heure à une demi-heure de besoin de sommeil par décennie. Donc en fait, pour répondre à cette question de combien de sommeil a-t-on besoin, ça dépend un peu de notre âge, et puis ça dépend de notre génétique, bien sûr, et ça dépend aussi de notre rythme de travail, par exemple, et puis de l'éducation qu'on a reçue, vis-à-vis du sommeil, en tout cas. Et donc, du coup, il y a les petits dormeurs, les moyens dormeurs et les grands dormeurs. Alors, les petits dormeurs, ce qu'on sait, en fait, c'est que le minimum de sommeil dont on a besoin pour un organisme, pour être en forme, c'est 6 heures. On peut difficilement aller en dessous de 6 heures. En dessous de 6 heures, si on a une moyenne de moins de 6 heures, eh bien, on a un organisme qui peut se fatiguer. Et on parlait tout à l'heure d'hypertension artérielle. Mais en fait, un organisme fatigué, c'est un organisme qui ne se défend pas bien contre les agressions extérieures, comme des infections éventuellement, et qui ne lutte pas pour le système immunitaire, est un petit peu rabougri, entre guillemets. Et donc, en dessous de 6 heures, on sait que l'organisme se fatigue. Et donc, le minimum, c'est 6 heures. Les petits dormeurs vont avoir besoin de 6-7 heures de sommeil. Les moyens dormeurs, plutôt 7-8 heures. Et puis, donc je parle à l'âge adulte, et puis les grands dormeurs, ils auront besoin de 9-10 heures de sommeil. Donc, Alors, avec ça, il y a le fameux rythme de sommeil. Est-ce on doit se coucher tôt, se coucher tard? j'allais vous poser la question justement. Est-ce qu'il y a un horaire privilégié pour justement avoir un sommeil efficace et plus réparateur? Alors ça dépend de notre rythme. Donc si on est un moyen dormeur, on peut être à la fois, on peut être soit en fait un couche-tôt, lève-tôt, soit un couche-tard, lève-tard, soit couche moyen tard. Ce qui est sûr, c'est que les grands dormeurs, ce seront plutôt des couche-tôt, lève-tard. Les petits dormeurs, ça va être Bien des sûr. couche-tard, lève-tôt. Et puis après, on aura les moyens dormeurs qui correspondent à peu près à 80% d'entre nous, là, qui seront effectivement donc soit couche-tôt, lève-tôt, soit couche-tard, lève-tard, soit moyen-tard. Et du coup, en fait, ce qui est important, c'est de savoir quel dormeur on est, en fait. Si on est un couche-tard, et il ne faut pas se dire, maintenant, je serai plus en forme si je me couchais tôt. Non, parce qu'on n'arrivera pas à s'endormir. On a ça depuis notre enfance. On est plutôt couche-tard, couche-tôt. Ça dépend un peu de ce qu'on a vécu au départ. Et puis, ça dépend de la synchronisation par le travail à l'âge adulte. Il faut savoir que 36% des Français sont des petits dormeurs, et ça augmente, que l'heure du coucher moyen en France est assez tardif, 23h15 à peu près en moyenne. Et bien, ce qui fait justement que l'on n'a pas tous le même rythme. Alors effectivement, on est des animaux, encore une fois, naturellement ce rythme se met en place. Il peut être un petit peu perturbé justement par ces réseaux sociaux, par les écrans, par l'excitation, par le travail, comme vous l'avez très bien dit, docteur. Justement, est-ce que les heures, est-ce que ça c'est une idée reçue de dire que les heures avant minuit sont plus réparatrices que les autres? Est-ce qu'elles valent le double? Est-ce que ça c'est une idée reçue? Alors ça, c'est une idée reçue qui est fausse, en fait, parce que un couche-tard, par exemple, on n'aura pas du tout besoin des heures avant minuit. S'il est habitué à se coucher à minuit et se lever à 8 heures, par exemple, faire 8 heures de sommeil de minuit à 8 heures, ça peut être très reconstitutif. Et donc les heures, et surtout après les heures avant minuit, ne comptent pas double, parce qu'il D'accord. est aussi important d'avoir la fin du sommeil que le début. Au début, on fait du sommeil lent profond, et à la fin de notre sommeil, on fait beaucoup de sommeil paradoxal. On a besoin des deux pour être en forme.
Et ben vous savez quoi, justement, on marque une mini pause avec le docteur de la Giclée, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy-Argonnet. Je ne vous souhaite pas évidemment d'aller consulter, mais il peut venir justement vous aider si vous avez des troubles du sommeil. On va en parler, mais là je viens parler d'une idée reçue. Il y en a plein d'autres des idées reçues et vous êtes nombreuses et nombreux à nous les poser sur le WhatsApp Radio Mont Blanc. On a par exemple Grégory qui dit, bien sur le WhatsApp Radio Mont Blanc, on parle d'idées reçues. Est-ce que le sommeil eh bien, est différent selon le genre, selon si on est un homme ou une femme, docteur? Eh bien, pas tellement en fait. Il n'y a pas tellement de différence entre le sommeil d'un homme et le sommeil d'une femme, d'un point de vue purement physiologique. Et ce qui va être différent, c'est quand on aborde des troubles du sommeil. Mais il y a des troubles du sommeil qui sont préférentiellement chez les hommes et d'autres qui sont préférentiellement chez les femmes. Eh ben, on parlera des troubles du sommeil juste après. Là, c'est Julien qui nous dit: je dors extrêmement mal à chaque fois qu'il y a la pleine lune. Est-ce vrai? Alors ça, c'est une idée reçue effectivement, mais qui est vraie pour à peu près 10 à 20% de la population. C'est-à-dire qu'on peut être sensible en fait à la pleine lune. Premièrement parce que les nuits de pleine lune, il y a une lumière importante et comme je disais tout à l'heure, la lumière, ça nous empêche de dormir. Donc c'est pour ça que on tamise un peu tout au long de la soirée. Il faut tamiser de plus en plus un peu notre lumière extérieure. Donc la pleine lune, c'est beaucoup de lumière et ensuite c'est une pression atmosphérique particulière et qui peut donner un peu une sensibilité à notre cerveau. En fait notre cerveau, ce sont des neurones qui baignent dans un liquide et qui sont enfermés dans une caisse entre guillemets en bois, là, ce qui est le crâne. Et en fait, la pleine lune en fait entraîne des différences de pression et ça peut être sensible au niveau du cerveau. Voilà, pour deux raisons, donc la pression atmosphérique et puis la lumière. Moi, toujours dans cette thématique, donc ça, on entend bien. Donc au final, bon, un peu une idée reçue, mais il y a quand même une incidence sur la pression atmosphérique. Moi, docteur, j'ai toujours entendu qu'il fallait mettre sa tête au nord pour bien dormir. Alors ça, c'est une idée reçue. Non, il y a On n'a pas vraiment une boussole. pas de contrainte. Oui, c'est ça. On n'a pas une boussole en nous. Et non, je crois qu'il faut mettre son lit par rapport à une chambre bien équilibrée. Regarder des photos ou des cadres qu'on aime bien avant de se coucher, c'est important. Puis des couleurs dans la chambre qui doivent être plutôt sobre en fait. Il faut pas mettre de couleurs criardes, plutôt du pastel. Le bleu, c'est très très bien pour dormir, bleu pastel par exemple. Donc il y a attention aux couleurs de l'environnement. Vous avez vu, docteur de la Giclée, médecin du sommeil en direct dans ce Magra du Mont Blanc, s'occupe de votre sommeil, mais s'occupe aussi de votre déco. N'hésitez pas à le solliciter. Docteur, il y a Mohamed qui nous envoie sur le WhatsApp Radio Mont Blanc. Il dit: bonjour docteur. Voilà, moi je suis technicien dans le décolletage. Je suis en horaire de nuit, donc j'ai besoin évidemment d'une sieste. Cela parfois m'empêche de dormir si la sieste est trop longue. Qu'en pensez-vous? Oui, alors le travail de nuit, c'est un vaste sujet, parce que effectivement, ça veut dire qu'on travaille en horaire contrarié, mais qu'on va dormir en horaire contrarié aussi. Et donc, si on n'est pas dans notre bonne phase de sommeil, dans nos clous de sommeil de la nuit, en principe, eh ben on pourrait faire du moins bon sommeil. Et le problème des travailleurs de nuit, c'est qu'ils ont tendance à moins dormir le jour qu'ils ne pourraient faire s'ils dormaient la nuit. À cause de la Et lumière. du coup, ils sont, voilà, à cause de la lumière et puis à cause de ces phases qui sont un petit peu inversées, là. Et du coup, le problème, c'est que le travailleur de nuit a tendance à moins dormir. Et du coup, il va être un peu plus fatigué par rapport à ses congénères qui travaillent de jour. Et du coup, il y a des techniques, en fait, pour mieux dormir. En fait, si on a du mal à dormir dans la journée, il faut essayer de splitter le sommeil en deux, c'est-à-dire dormir au petit matin quand on rentre de sa nuit, on essaie de dormir jusqu'à 10-11 heures, et puis après, il faut retourner essayer de dormir 3 heures l'après-midi, entre 13 heures et 16 heures, où là, il y a ce qu'on appelle une bonne porte du sommeil. Donc, si le travailleur de nuit n'arrive pas à dormir d'une traite entre, mettons, 7 heures du matin et 1 heure de l'après-midi, eh bien, il ne faut pas hésiter à splitter en deux,
parce qu'on a une bonne porte de sommeil en fin de nuit et une bonne porte de sommeil en début d'après-midi. Et on sait qu'ils sont nombreux, hein, effectivement, les ouvriers qui font les 3-8 ici dans notre région industrielle. Donc, évidemment, vos conseils sont extrêmement précieux. Docteur, je reviens moi aussi sur la sieste, étant donné que longtemps j'ai fait la matinale ici sur Radio Mont-Blanc. Je me levais aux aurores, hein, vers les 4 heures, et vers les 10 heures, j'étais complètement sec. J'étais obligé d'aller me coucher. Vous avez quoi comme conseil à nous apporter par rapport aux siestes de ceux qui en ont besoin, soit après le déjeuner ou soit après leurs heures de travail? Voilà, c'est ça. Donc là, vous parlez, François, de sieste récupératrice, hein. Si vous avez un déficit de sommeil de la fin de nuit, effectivement, il sera bon de faire une sieste, peut-être cycle de sommeil, qui dure 1 heure et demie à peu près, en début d'après-midi. C'est là où on a une bonne porte de sommeil, comme on disait précédemment. Et par contre, la sieste, bon, il faut faire attention à la sieste si on n'est pas en manque de sommeil, parce qu'elle peut empiéter sur la nuit suivante. Donc les meilleures siestes, en fait, qui sont relaxatrices, ce sont des siestes qui vont durer entre 10 et 20 minutes, une demi-heure maximum. Au-delà d'une demi-heure, on risque de tomber en sommeil profond. Et quelquefois, vous savez, on dit je vais faire une sieste, je suis un peu fatigué. On fait une sieste et puis on se réveille 1 heure après et on est encore plus fatigué que lorsqu'on a commencé la sieste. Alors ça, c'est parce qu'on est passé dans un sommeil profond avec une activité cérébrale qui a beaucoup diminué. Et quand on doit se réveiller, eh bien, on part d'un sommeil d'un cerveau qui est très ralenti, et du coup on va mettre à peu près un quart d'heure, une demi-heure à émerger, en fait, entre guillemets, et du coup ces siestes longues sont embêtantes parce que premièrement elles empiètent sur la nuit suivante et deuxièmement elles provoquent de mauvais réveils. Donc la meilleure sieste, et on devrait tous faire la sieste, apprendre les premières à l'école, vous voyez, les petits font la sieste, mais dès qu'ils sont un petit peu plus grands, hein, ils font plus la sieste et ils disent moi je suis grand, j'ai plus besoin de sieste. En fait, la sieste et la sieste courte est une sieste très relaxatrice et qui permet de commencer une deuxième journée. Donc on devrait tous essayer de faire une sieste de 10 minutes, un quart d'heure. On n'est pas obligé de se mettre en pyjama dans un lit et de fermer la lumière. Il suffit de faire ça dans un fauteuil, de fermer les yeux 10 minutes et on relaxe en fait le cerveau, on diminue en fait notre tension, notre charge mentale et on repart pour une deuxième journée. Ouais, bah la meilleure technique, c'est en juillet, par exemple, de regarder le Tour de France. En général, ça génère beaucoup, beaucoup de siestes. Sinon, on m'avait donné une technique, docteur, c'était de m'endormir avec de mettre une assiette par terre, de m'endormir avec une cuillère, avec le bras ballant. Et au moment où on tombe dans le sommeil profond, en fait, on lâche la cuillère qui heurte l'assiette et donc qui nous réveille par son bruit. Vous avez parlé de cycle il y a quelques instants. Et alors, justement, ça, j'en ai parlé en préambule de cette émission. Des fois, on dort 6 heures, 6h30, 7 heures, on dort super bien. Et puis, un jour, pour quelconque raison, on dort 8 à 9 heures et on se réveille avec une tête dans le pâté. Est-ce que c'est parce qu'au final, on s'est réveillé au beau milieu d'un cycle profond et que si on connaît bien son cycle de sommeil et que l'on s'appuie bien dessus, alors on se réveillera toujours de la meilleure des manières et on sera très vite efficace? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Si on dort un peu plus longtemps un jour, et moi je pense par exemple à la grasse matinée du dimanche matin, hein, quelquefois on est réveillé donc à 7h, 7h30 à l'heure habituelle, et puis on est en pleine forme, mais on se dit, oh, c'est dimanche, on va dormir un peu plus, hop, on se rendort, et après quand on se réveille, effectivement, on est, comme vous dites, un peu dans le pâté, et ça c'est parce qu'on a entamé un nouveau cycle de sommeil et qu'on s'est réveillé pour des raisons diverses et variées, parce qu'il y avait du bruit ou autre chose, et on sort du sommeil profond, et c'est comme dans la sieste longue de l'après-midi dont je parlais tout à l'heure, eh bien on se réveille en sortant d'un sommeil un peu profond, et du coup on se réveille un peu dans le pâté. Mais bon, on s'est quand même reposé, et si on se réveille dans le pâté à 9 ou 10 heures du matin le dimanche, on va s'en remettre, hein. Dans la Ah oui. demi-heure, ça ira mieux, et on fait un peu d'exercice physique, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Une dernière question, cette fois de Géraldine qui dit: est-ce que dès que je baille, je dois alors aller me coucher? Alors voilà, ça c'est un peu le piège du bâillement. Vous savez que le bâillement constitue un des mystères de la nature, hein, quand même. On n'a toujours pas élucidé exactement pourquoi on bâillait. Il y a des gens qui font des recherches dessus. On bâille parce que surtout c'est relaxateur. On a besoin de relaxation. On peut bâiller aussi quand on a faim.
à midi, dans quelques heures, on baillera peut-être parce que il y a une sensation de faim qui dégage peut-être une future relaxation. Et donc, en fait, le bâillement le soir, eh bien, c'est pas forcément le signe d'un sommeil imminent. En tout cas, c'est le signe d'une relaxation. Et il faut faire attention parce que si on bâille à 9 heures du soir et qu'on va se coucher, eh bien, peut-être qu'on n'arrivera pas à s'endormir, ou peut-être qu'on arrivera à s'endormir, mais qu'on se réveillera beaucoup plus tôt et on sera un petit peu en dehors de nos clous du sommeil, en fait, en dehors des clous vis-à-vis de notre sommeil. Et donc, il faut savoir en fait quel dormeur on est, si on est plutôt du rythme 11h, 7h ou 10h, 6h. Et pour ça, en fait, on peut connaître son rythme de sommeil en faisant un agenda de sommeil. Si on marque tous les jours, par exemple, notre heure du coucher, notre heure du lever, une note sur notre nuit entre 0 et 10, et une note sur la qualité de la journée qui a suivi, eh bien, on peut, au bout d'un mois, une fois après avoir marqué ces 4 paramètres, au bout d'un mois, vous regardez là où vous avez les meilleures notes. Et en fait, ça correspond, donc la meilleure note à la journée, à la qualité de la nuit, ça correspond en général à votre rythme idéal de sommeil. Vous regardez les heures à laquelle vous êtes couché, les heures à laquelle vous êtes levé, et vous verrez, c'est un rythme relativement idéal de sommeil. Vous avez vu un peu ce super conseil que vient de nous donner le docteur Delagiclée, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy-Argonay. Comme le dirait un certain philosophe, cogito ergo sum, connais-toi toi-même et tu dormiras mieux. En tout cas, bailler, c'est bon pour la santé, ça relaxe, donc arrêtez de vous excuser en disant « Oh, excusez-moi ». On va parler dans quelques instants avec vous, docteur, eh bien, des troubles du sommeil, car ça peut détruire une vie et on sait que si on dort mal, eh bien, on vit mal de manière générale. Question ô combien importante, on parle du sommeil aujourd'hui dans ce mag Radio Mont-Blanc, ça représente quand même un tiers de notre journée au final de 24 heures, donc autant que ce soit le plus prolifique, le plus régénérateur, car c'est ça aussi, c'est tout simplement alimenter votre énergie pour le lendemain. Là, toutes les équipes Radio Mont-Blanc ont les oreilles grand ouvertes depuis tout à l'heure, et notamment je vois l'équipe des matinaliers, car on parlait par exemple de sieste, on parlait de rythme de sommeil. Le docteur Delagiclée qui m'accompagne, médecin du sommeil, nous a donné un super tips, à savoir noter vos heures de coucher, vos heures de réveil, notez ensuite de 1 à 5 ou de 1 à 10 votre qualité de sommeil et ainsi sur plusieurs jours vous arriverez à voir un peu quel est votre rythme de sommeil. Vous en avez plein comme ça des bons tips du docteur Delagiclée et merci pour cela. Docteur, on parle aussi de ceux qui ont un trouble du sommeil. On sait que ça doit évidemment leur peiner, leur coûter beaucoup parce que le lendemain, du coup, on est crevé, on tourne, on tergiverse, on pense au boulot, on pense à plein de trucs qui nous enquiquinent le reste de la journée. Comment on considère d'abord une insomnie qui touche énormément de Français ? Alors, l'insomnie, oui, c'est une perte de quantité de sommeil en général, mais après, ça passe par la qualité. Mais on dit qu'on peut parler d'insomnie lorsque pendant plus d'un mois et demi, on a une perte de qualitative toutes les nuits de sommeil. Donc cette perte qualitative peut aller jusqu'à moins de 6 heures de sommeil par nuit. Alors c'est très subjectif, vous savez, la quantité de sommeil qu'on dort réellement, parce qu'il suffit de se réveiller plusieurs fois par nuit pour avoir l'impression de ne pas faire meilleur de la nuit, alors qu'on a dormi peut-être 6-7 heures. Donc cette subjectivité vis-à-vis de notre quantité de sommeil dormi, elle doit s'accompagner aussi d'une constatation. Est-ce que en dormant peu, en étant insomniaque, on continue à avoir une vie normale dans la journée ou alors est-ce qu'on est très impacté ? Et donc c'est la question qu'il faut se poser lorsqu'on dort mal. Est-ce que finalement la journée qui a suivi derrière était une mauvaise journée ou était une bonne journée ? Par exemple, 73% des Français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit. Si on se réveille 5-10 minutes dans la nuit, on regarde le réveil, on voit qu'il est 3h50. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est à partir d'une demi-heure, 1 heure, au beau milieu de la nuit, une fracture dans notre sommeil, que là, on peut commencer à se poser des questions et pourquoi pas aller vous consulter ? Voilà, c'est exactement ça. Se réveiller la nuit, il faut dédramatiser les éveils nocturnes. Tout le monde se réveille la nuit. Le bon sommeil n'appartient pas aux gens qui ne se réveillent pas de la nuit. Tout le monde se réveille la nuit. Nous, on fait tous les soirs des enregistrements de sommeil dans notre centre du sommeil ici, et à Argonay, et du coup, on constate que les gens se réveillent 3-4 fois par nuit. En général, en fait, on a un réveil entre 2 cycles de sommeil qui est totalement physiologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce réveil ? Est-ce qu'on regarde l'heure ? Effectivement, alors à ce moment-là, on va
se mettre à faire des calculs. Ça fait tant de temps que je dors, il reste tant de temps pour que je me rendorme, tout ça. Donc finalement, on réveille le cerveau. Exactement. Et le cerveau, en fait, au contraire, il faut qu'il reste léthargique pour pouvoir se rendormir aussitôt. Donc surtout, ne regardez jamais l'heure quand vous réveillez la nuit. Faites confiance à votre réveil que vous avez mis et qui vous dira exactement qu'il faut se lever et que vous avez suffisamment dormi. Donc balancez-moi ce réveil par la fenêtre, même s'il était bloqué sur Radio Mont-Blanc, et vous avez bien raison. Docteur, on parlait donc effectivement de ces insomnies, de ne pas activer le cerveau pour bien dormir. Qu'en est-il des médicaments, des somnifères ou autres substances pour aider à dormir? Est-ce que c'est la seule solution que vous pouvez donner à vos patients, par exemple? Alors, c'est certainement pas la seule solution. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine du sommeil et la prise en charge de l'insomnie, cette pathologie dont on parle actuellement, on doit plus se poser la question qu'est-ce que je dois prendre pour dormir, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire pour dormir. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, les médicaments sont peu prescrits par les spécialistes du sommeil, ou alors pendant quelques jours seulement. Vous savez, pour une relance du sommeil. Mais prendre un médicament ad vitam aeternam, c'est certainement pas donc trouver la solution pour bien dormir. Ces solutions pour bien dormir, elles vont être trouvées en favorisant un bon rythme de sommeil, un bon comportement. On peut faire vous en avez parlé tout à l'heure, de la sophrologie, mais c'est plutôt une adéquation de bonnes pratiques, de bons comportements et surtout de bon timing pour s'endormir. Et c'est important quand on dort mal, de se poser la question, combien de temps je m'expose au sommeil et pour combien de temps de sommeil j'ai besoin. Si on a besoin de 7h30 de sommeil et qu'on passe 9 heures dans son lit, automatiquement, on a rendez-vous avec au moins 1 heure sans dormir. Et donc ça, c'est de l'insomnie, mais c'est une insomnie provoquée par un rythme de sommeil inadéquat. C'est mathématique, tout simplement. Ensuite, donc là, on parle de ces troubles du sommeil, peut-être qui vous enquiquinent la vie à vous, aux auditeurs et auditrices de Radio Mont-Blanc. Donc l'insomnie en fait partie. Dans les autres pathologies, on a aussi ça qui concerne énormément de monde. Il faut savoir qu'une personne sur 3, à peu près au-delà de 50 ans, ronfle. Ce ronflement, oui, perturbe un peu le conjoint ou la conjointe, mais aussi peut créer des apnées du sommeil. Ça, c'est une forte pathologie aussi des troubles du sommeil. Oui, c'est une pathologie qui est importante dans un centre du sommeil. C'est la pathologie la plus rencontrée, en fait. On estime qu'il y a à peu près 1,5 million à 2 millions de personnes en France qui souffrent d'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apnée du sommeil ? C'est une obstruction des voies respiratoires supérieures, alors en haut, au fond de la gorge, parce que, vous savez, pendant le sommeil, notre anatomie évolue, elle se transforme du fait de la relaxation de nos tissus, et elle se transforme et quelquefois, elle provoque un ronflement, et ce ronflement peut s'aggraver en obstruction respiratoire, et à ce moment-là, donc le cerveau nous réveille pour sortir de ce sommeil, pour retonifier en fait les tissus du fond de la gorge et puis reprendre une respiration normale. Donc si on se réveille souvent la nuit, on ne va pas faire beaucoup de sommeil profond et du coup on se réveille fatigué. Les gens disent j'ai dormi cette nuit mais je ne me suis pas reposé parce qu'ils ont fait des apnées du sommeil qui les ont tenus en alerte entre guillemets toute la nuit. Donc ça peut, comme il y a moins de sommeil, ça peut donner de l'hypertension, on en parlait tout à l'heure, ça donne de la somnolence dans la journée. Donc c'est une pathologie qui grignote un petit peu le cœur et qui fatigue l'organisme. Et un organisme fatigué, c'est un organisme qui est en proie à avoir ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire des pathologies infectieuses ou autres. Donc beaucoup de personnes viennent vous consulter pour ces apnées du sommeil, pour ces insomnies. Et puis il y a également la 4e pathologie la plus rencontrée, c'est le syndrome des jambes sans repos. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pathologie ? Alors oui, c'est une pathologie du sommeil parce que elle associe en fait un symptôme de veille qui est en fait les impatiences des jambes, cette sensation de ne pas pouvoir rester assis parce que ça grouille dans les jambes et les gens donc au bout de quelques temps assis, on regarde dans la télévision, ça peut être au cinéma, ça peut être en tant que passager d'une voiture, on ressent un besoin impératif de se lever parce que les jambes, on ne supporte plus nos jambes dans lesquelles il y a un petit grouillement, des fourmillements. C'est difficile
à décrire d'ailleurs. Et parallèlement à ce symptôme, eh bien, un autre symptôme dont les gens ne s'aperçoivent pas parce qu'il survient pendant le sommeil. Et pendant le sommeil, il y a ce qu'on appelle des mouvements périodiques des jambes nocturnes, donc pendant le sommeil. Et les jambes se mettent à bouger tout doucement. Quelquefois, le conjoint le perçoit, mais c'est pas évident non plus qu'il le perçoive à tous les coups. Et du coup, ces mouvements des jambes provoquent des influx dans le cerveau qui provoquent des micro-éveils. Et du coup, le sommeil est un petit peu diminué d'intensité de sommeil profond, en fait, parce qu'il y a beaucoup de micro-éveils et qui détériorent un peu la qualité du sommeil. Donc, syndrome de sans repos, c'est une pathologie qui se soigne très bien, mais il faut souvent faire un diagnostic pour voir effectivement l'intensité de ce syndrome de sans repos en faisant une exploration du sommeil. Bon bah voilà, si vous êtes en tout cas touché de près ou de loin, bon plutôt de près quand même, et que ça perturbe vos cycles de sommeil, et que vous voyez que le lendemain surtout vous êtes fatigué et que ça arrive sur plus d'un mois, n'hésitez pas en tout cas à solliciter le docteur Delagiclé, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy-Argonay. On n'a pas eu le temps, et malheureusement le temps nous manque, pour parler par exemple de narcolepsie, ce que l'on dit le somnambulisme. Ça pourrait faire l'état d'une prochaine émission, pourquoi pas. Docteur, je vous avais invité à la base aussi pour parler du passage à l'heure d'hiver. En hiver, normalement, on dort un peu plus parce qu'il y a moins de lumière du soleil. On sait que notre cerveau se repose mieux que lorsqu'il fait nuit que quand il fait jour. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes parents qui nous écoutent et qui vont avoir un réveil très très anticipé, très précoce ce dimanche matin? Car on rappelle que quand il sera 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, en fait, il sera 2h. Voilà, alors il sera 2 heures en fait, et du coup on est lorsqu'il y a un changement d'horaire comme ça, comme il va y avoir, et bien effectivement l'organisme est habitué justement nos clous. Normalement on dort dans nos clous, c'est-à-dire qu'on sait que on doit se coucher à 23 heures et à 23 heures on va trouver assez vite le sommeil. Et puis tout d'un coup on nous dit couchez-vous. En fait la véritable heure d'un jour à l'autre c'est 22 heures au lieu de 23 heures. Et donc ça peut, pour une certaine partie de la population, ça peut perturber, et notamment chez les enfants là qui sont habitués à se coucher à telle heure. Les enfants, il faut avoir des horaires réguliers de coucher et de lever chez l'enfant. Vous savez que pendant le sommeil est sécrétée une hormone de croissance qui permet à l'enfant de grandir. Donc c'est très important qu'il soit dans ses clous de sommeil. Et il peut y avoir au moment du changement d'horaire une petite perturbation au niveau de l'endormissement. Et là, typiquement, on va demander donc à partir de dimanche soir aux gens de finalement s'endormir une heure plus tôt. Alors, c'est pas forcément évident parce que tous les paramètres seront pas forcément là pour tout le monde pour s'endormir. Et donc, un petit truc qu'on pourrait donner pour bien en fait s'habituer à ce nouvel horaire, c'est de se coucher peut-être une demi-heure plus tard, dimanche soir, et ce pendant 3 jours, une demi-heure plus tard par rapport à l'horaire habituel, mais qui est le nouvel horaire. Et en fait, on n'aura pas comme ça 1 heure de décalage, mais on aura une demi-heure. Et une demi-heure, c'est pratiquement imperceptible pour un organisme de s'endormir une demi-heure avant ou une demi-heure après. C'est quelque chose qui est beaucoup moins perceptible qu'une heure. Donc en fait, moi, ce que je conseille, c'est dimanche, lundi, mardi, de se coucher simplement une demi-heure plus tard, et puis après de prendre l'ancien horaire au nouvel horaire de coucher, et ça se passe bien en général pour tout le monde. Bon, moi ça marche. On a entendu votre message, docteur Delagiclé. Merci pour ça. Si vous vous couchez donc à 22h habituellement, couchez-vous à 22h30 par exemple, dimanche, lundi, mardi. Et puis vous verrez que normalement ça aura le bon effet sur votre métabolisme ou sur ceux de vos enfants. Nous avons parlé donc du sommeil aujourd'hui. Nous avons parlé des différentes thématiques, des idées reçues. On a présenté le sommeil et on était accompagné et en très bonne compagnie de docteur Delagiclé, médecin du sommeil au centre du sommeil d'Annecy-Argonay. Il accompagne même des équipes, par exemple, de 24 heures du Mans. Vous savez, les sommeils sont très splittés pour les pilotes qui prennent le relais et le volant à tour de rôle. En tout cas, merci d'avoir accordé du temps, malgré, on se doute, toutes vos consultations. On vous retrouve donc dans le seul centre, on rappelle, du sommeil en Haute-Savoie. C'est du côté donc d'Annecy-Argonay. Il y a également une petite division du côté du Châle. Merci beaucoup, docteur. Docteur ne m'entend plus. Merci à vous. Merci docteur. Merci à vous.